La vie de Honoré de Bueil, marquis de Racan, pourrait tenir en quelques lignes. Il naît en 1589 dans la Sarthe, montre de précoces dispositions pour la poésie, entre à 14 ans chez les pages de la chambre du roi sous la protection de son tuteur le duc de Bellegarde, commence à rimer et du jour où il connaît Malherbe, le prend pour maître et demeure dans son sillage. Racan reste peu de temps à la cour, quitte Paris pour la vie militaire mais ne participe qu'à 2 campagnes, publie ses premiers vers en 1618, est reçu un moment dans la société précieuse où les beaux esprits n'apprécient guère sa timidité, son bégaiement, ses gaucheries de provincial, s'éprend vainement et longtemps de la marquise de Termes pour laquelle il écrit ses bergeries, son premier grand succès, et, n'ayant pu obtenir la main de cette belle Arténis, épouse Madeleine Dubois dont il aura 5 enfants. Il hérite de la duchesse de Bellegarde et s'attire alors d'interminables procès. Il quitte l'armée, se retire en Touraine, est reçu à l'Académie en 1635, où il a quelques amis, rédige l'adaptation de psaumes en vers français, compose des odes sacrées, entreprend une vie de Malherbe et meurt octogénaire à Paris en 1670, laissant inachevée la publication de ses œuvres. Vie aussi longue que peu fertile en incidents notoires. Œuvre limitée à quelques ouvrages, et cependant plus riche et plus dense qu'il n'y paraît. C'est toujours en disciple de Malherbe que l'on a coutume de considérer l'indolent marquis, talonné par un maître exigeant, qui le houspille pour plier sa muse aux rigueurs d'une doctrine sévère et le secouer dans sa nonchalance à écrire. Mais Racan est plus et mieux qu'un bon élève malherbien, honnête artisan du vers comme par exemple le fut Ménard, son condisciple. C'est une véritable nature poétique, en qui le sentiment s'épanouit sincère et vif. Assagi au contact de son correcteur sévère, l'inspiration chez lui n'en jaillit pas moins spontanée, libre, exprimant des amours réels, des sensations fraîches, un profond sentiment de la nature directement éprouvé. Et l'on comprend l'estime que lui portait Madame de Sévigné, l'admiration de La Fontaine qui entreprit la publication de ses œuvres complètes, l'hommage de Boileau disant « Sur un ton si hardi, sans être téméraire, Racan pourrait chanter au défaut d'un Homère. » Les rapports de Racan avec la musique sont plus fugitifs que ceux de Malherbe. Fait d'autant plus paradoxal que Malherbe, chargé d'écrire pour des airs de commande, était loin de posséder les aptitudes de Racan, joueur de luth à ses heures et toujours sensible à l'émotion musicale. Nous n'en verrons pas moins Racan écrire, comme tous les poètes de son temps introduits à la cour, des vers de ballet destinés à la musique. Mais dans ses pièces poétiques d'extrême jeunesse, nous en trouvons une à qui la musique a fait une longue postérité et qui offre cette particularité d'avoir été écrite en vue d'un air déjà composé. Il s'agit du Noël pour chanter à la messe de minuit. C'était une mode alors favorisée par le père Bourgoin oratorien que de composer des pièces religieuses sur des chants profanes. Racan choisit un air de cour de Boisset, publié en 1615, et dont le texte commençait ainsi que sous le concert des oiseaux, la nymphe, des bois et des eaux, etc. Il composa sur ce même rythme octosyllabique les 7 strophes du charmant Noël, dont la grâce naïve devait connaître une longue et double fortune, mondaine et religieuse, en toutes sortes de traductions musicales, réinventées d'un siècle à l'autre et jusqu'en notre temps. Nous écouterons quelques-unes des strophes de ce Noël dans les versions sonores qui nous en ont été conservées. Voici d'abord la première strophe sur l'air de cour de Boisset, auquel Racan adapta ses vers et qui se chantait au luth. Maintenant que l'astre doré, par qui le monde est éclairé, a cédé la place aux étoiles. Par un miracle non pareil, la nuit au milieu de ses voiles a vu naître
un nouveau soleil, par un miracle non pareil, la nuit au milieu de ses voiles a vu naître un nouveau soleil. Nous verrons ensuite Guillaume Luçon, premier président de la Cour des Monnaies et musicien amateur, composer en 1643 pour sa nièce, religieuse au Val-de-Grâce, une série de psaumes sur des textes de Desportes, Berthaud et Racan. À dessein, nous citons ce titre de psaume donné par son auteur à un simple Noël en forme de cantique aux résonances toutes populaires et qui se chante à l'unisson. Ce roi des anges adorés n'est point né dans un lieu paré, où la pompe étale son lustre. Un rayon lumineux c'est au besoin, une ampoule d'ennemi pour balustre, qu'une crèche pleine de Un peu plus avant dans le siècle, un anonyme reprend pour un cantique protestant le texte destiné à l'Église catholique et dont le poète avait, sous la pression des révérends pères docteurs, modifié un vers suspect. Pierre Pidoux, il y a quelques années, réalisa l'harmonisation à 4 voix que nous allons entendre et qui laisse au choral son caractère grave et compassé, laissant deviner le soutien de l'orgue, probablement prévu pour le chant au temple. Celui qui limite le cours des siècles, des ans et des jours, qui toutes choses délibère, se dépouillant de sa grandeur, s'est vêtu de notre misère, pour nous vêtir de sa splendeur. À la fin du XVIIe siècle, des communautés protestantes étrangères adoptent à leur tour le texte du Noël de Racan, et l'on trouve dans un recueil publié à Hambourg en 1686, sous le titre « Les occupations saintes », ce cantique anonyme d'un style austère et noble qui nous mène loin de l'air de cour dont le poète s'était primitivement inspiré. Ô Dieu protecteur des humains, qui par de si puissantes mains nous a retirés de l'orage, sois à jamais notre support, et ne laisse point
Enfin, pour nous convaincre de la faveur persistante de ce texte, nous entendrons la version musicale que nous en a laissée René Bâton en 1922 sous le titre « Cantique pour la naissance de notre Seigneur ». Cette fois, la source première est définitivement abandonnée, comme aussi l'adoption protestante. Nous ne sommes plus à la cour, ni à l'église, ni au temple, mais dans un salon. Maintenant que l'astre doré, par qui le monde est éclairé, a cédé la place aux étoiles, par un miracle non pareil, la nuit, au milieu de ses voiles, a vu naître un nouveau soleil. Celui qui limite la cour des siècles, des ans et des jours, qui toutes choses délibère, se dépouillant de sa grandeur, s'est vêtu de notre misère pour nous vêtir de sa splendeur. Un bienheureux enfantement remplit l'enfer d'étonnement, réjouit les âmes captives et rend le jourdain glorieux de voir naître dessus ses rives le roi de la terre et des cieux. Ce roi des astres adorés n'est pas né dans un lieu paré, où la pompe éteint son lustre, un haillon lui sert au besoin, et n'a pour dais ni pour balustre qu'une crèche pleine de foin. Ses petits bras emmaillotés sont ces mêmes bras redoutés du ciel, de l'onde et de la terre. Ils se sont à notre aide offerts et ne s'arment plus du tonnerre que pour foudroyer les enfers. Ô Dieu, protecteur des humains, qui par de si puissantes mains nous a retirés de l'orage, sois à jamais notre support et ne laisse point au naufrage ce que ta grâce a mis au port. Il nous faut déplorer de n'avoir pas conservé les airs composés sur les vers de ballet de Racan, où il montre une oreille si musicale et un sens rythmique si souple et fluide. On sent qu'elle invite à la musique, apporte ces larges alexandrins qu'on dirait mouvants comme les flots, composés pour un marinier et sans doute chantés dans le ballet des princes de Chypre. Dessus la mer de Chypre, où souvent il arrive que les meilleurs nochers se perdent dès la rive, j'ai navigué la nuit plus de fois que le jour. La beauté d'Uranie est mon pôle et mon phare, et dans quelque tourmente où ma barque s'égare, je n'invoque jamais d'autre Dieu que l'amour. Il n'est point de brouillard que ces feux n'éclaircissent. Par ces enchantements les vagues s'adoucissent. La mer se fait d'azur et le ciel de saphir. Et devant la beauté dont j'adore l'image, en faveur du printemps qui luit dans son visage, les plus fiers aquilons se changent en zéphyr. Le flux et le reflux qui bercent la strophe n'ont tenté jusqu'ici que le compositeur Wekerlin, chercheur de poètes anciens, est toujours plus ou moins suspect d'adaptation de son cru amalgamé à des airs originaux. Il a donné de ce chant intitulé Pour un marinier
et sans doute composé par Racan à l'intention du grand prieur de Vendôme, amoureux d'une belle Uranie, une sorte de barcarolle où le rythme du vers porte la mélodie. Cette version musicale date de 1868. La mer de Chypre, où souvent il arrive que les meilleurs nageurs se perdent dès la rive. J'ai navigué la nuit plus de fois que le jour. La beauté du Rani est mon pôle et mon phare, et dans quelques tourmentes où ma barque s'égare, je n'invoque jamais d'autre Dieu que l'amour. Si Racan fut parfois porte-parole dans des vers comme ceux du galant marinier, il ne rima pour son propre compte que des amours réels. Sa fureur poétique, terme à prendre dans le sens de l'inspiration, trouve son aliment à des sensations vives et directes, bonheur, attente ou affliction. C'est ce qui donne à ces pièces amoureuses ou élégiaques une résonance si intime et profonde, où l'on sent que l'artifice n'a pas de place, quel que soit le labeur exigé par le polissage des vers. Pour la dernière fois, nymphe de ces fontaines, ouayez ma triste voix, prenez part à mes peines, celle qui nous rendait ce rivage si doux, à jamais s'éloigne de nous. Ces prés délicieux, quittant leurs robes vertes, paraissent à nos yeux des campagnes désertes. Ces champs sont dépouillés de fleurs et de moissons, et toujours couverts de glaçons. Malherbe avait du bon en ses conseils et ses exigences, dont Racan sut grandement profiter, mais ce poète de nature et de sentiment préserva de tout assèchement sa fraîcheur et sa sincérité. On le sent très vivement dans les accents plaintifs ou passionnés des odes et des stances dédiées à Arténis. Ce sera le surnom poétique inventé par Malherbe pour Madame de Rambouillet et que par mutuelle convenance, Racan adopte pour désigner la marquise de Termes, qui elle aussi s'appelle Catherine. Arténis sera l'objet d'une longue poursuite amoureuse, telle que nous en pouvons suivre les péripéties et les rebondissements dans les bergeries, à l'époque où Madame de Termes, devenue veuve, suscite dans le cœur du poète l'espoir de l'épouser, espoir que la coquette encourage et décourage sans cesse. Quelques années plus tôt, la jeune femme et le marquis de Termes, son époux, qu'elle a le bonheur de posséder encore en vie, forment un couple brillant et partout fêté, en qui le poète croit voir, comme toute la cour, l'image riante d'un perpétuel printemps. Ainsi Racan dédie à M. de Termes cette ode sur la venue du printemps qui a charmé bien tardivement un musicien du XIXe siècle, Benjamin Godard. Il nous en a donné cette mélodie qui se chante sur la première strophe, dont il a d'ailleurs modifié le premier vers, « Voici que les frais ombrages » au lieu de « Enfin Termes les ombrages », et sur la moitié de la seconde, à laquelle il a soudé en refrain le dernier quatrain de la première strophe. Car il fallait se servir au moins 2 fois d'un effet imitatif sur Philomèle. Erreur poétique dont bien des compositeurs de cette époque se sont montrés coupables, la chanson de Benjamin Godard est de 1876. Voici que les frais ombrages reverdissent dans les bois. L'hiver et tous ces orages sont en prison pour 6 mois. Enfin la neige et la glace font à la verdure place. Enfin le beau temps lui,
Philomèle assurée de la faveur de tes rires. Chante aux forêts, chante aux forêts, jour et nuit. Déjà les fleurs qui bourgeonnent rajeunissent les vergers. Tous les échos ne résonnent que des chansons des bergers. Enfin la neige et la glace font à la verdure place. Enfin le beau temps lui, et Philomèle assurée de la faveur de tes rires. Chante aux forêts, chante aux forêts, jour et nuit. Les nombreux vers lyriques, stances ou chants de berger que nous trouvons dans les bergeries de Racan donnent à penser que ces pièces étaient chantées en intermèdes musicaux. Ainsi se plaint le berger Tisimandre. Sombre demeure du silence, vallons dont les antres secrets savent quelle est la violence de mes pitoyables regrets. Permettez qu'en mourant je soupire un martyr, que je ne saurais taire et que je n'ose dire. Ainsi chante le cœur des bergers, les oiseaux des bois et des plaines chantent leurs amoureuses peines qui renaissent au renouveau glorieux au mois où nous sommes, de brûler du même flambeau qui brûle les dieux et les hommes. Il y aurait à souhaiter que fût reprise un jour la représentation de ces bergeries dont le succès fut attesté du temps même du poète par 12 éditions successives en moins de 10 ans. Nous y retrouverions la fraîcheur et la vivacité de sentiment de ces bergers idylliques des rives de la Seine, symbole d'un âge d'or auquel rêvaient tous les poètes depuis les découvertes des terres inconnues dont les récits des grands explorateurs avaient enchanté leur imagination. Entre le monologue du vieil Alcidore, évoquant sa vie aux champs, et les stances à Tircis sur la retraite, la parenté est évidente. Ici, le vieux berger nous dit « En cet heureux état le plus beau de mes jours, dessus les rives d'Oise ont commencé leur cours. Soit que je prisse en main le soc ou la faucille, le labeur de mes bras nourrissait ma famille. » Là, le poète dit à Tircis les bienfaits de la retraite campagnarde. Il voit de toutes parts combler d'heures sa famille, la javelle à plein point tomber sous la faucille, le vendangeur ployer sous le fait des paniers, et semble qu'à l'envi les fertiles montagnes, les humides vallons et les grasses campagnes s'efforcent à remplir sa cave et ses greniers. On peut voir ainsi dans l'œuvre poétique de Racan une continuité sans rupture, tant il y a de fidélité en ses descriptions de la nature ou de la vie rustique et de constante sincérité dans l'expression des sentiments qu'il éprouve. À l'Artémis des bergeries, il fait dire hardiment « Honneur, cruel tyran des belles passions qui traversent l'espoir de nos affections, de combien de malheurs est la terre féconde depuis que ton erreur empoisonne le monde. » Tandis que lui, sous le nom d'emprunt du berger, se plaint ainsi des rigueurs dont la coquette le fit si longtemps souffrir. Depuis le premier jour que je vis Artémis et qu'elle prit en gré les vœux de mon service, je n'ai fait en tout lieu que plaindre mon tourment, sans espoir d'y trouver aucun soulagement. Racan réussit, dit-on, à réintroduire le naturel dans le genre le plus faux du monde. Et si l'on vit, selon l'expression de Chateaubriand, le siècle de Louis XIV au pâturage, on ne peut rendre le poète fautif d'un succès qui lui valut tant de pâles imitateurs. Nous achèverons sur un souvenir musical contemporain de Racan, l'une des rares chansons qu'il ait écrites sous ce titre. Le dernier vers de chaque strophe répète avec insistance le même thème avec ses variations. Je compte les ennuis que je souffre en aimant, je dirai les douceurs que l'on goûte en aimant.
Sur cette pièce, au gracieux et doux refrain, nous avons conservé par bonheur un air de cour de Boisset, publié en 1621 avec son accompagnement aux luttes, l'année même où Racan occupe une large place dans le dernier recueil des plus beaux vers de ce temps. Cruel tyran de mes désirs, respect de qui la violence, ô plus fort de mes déplaisirs, ne veut approuver le silence. Permets qu'au rocher sonnement je compte les ennuis que je souffre en aimant. Dans le cycle Les poètes et leurs musiciens consacré aux poètes du XVIIe siècle, la radiodiffusion française vous a présenté aujourd'hui Honoré de Racan, avec le concours de Jacques Duthey, accompagné aux luttes par Monique Rollin et au piano par Odette Pigault, et du quatuor vocal La Chanterie. Production Lila Maurice Amour.